pas s'il y a un micro qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'en occuper ou comment. Pour le micro qui est en bas là, si quelqu'un veut poser des questions. Ah mais Mohamed s'en charge. Et tu as peut-être une question toi déjà. Après il faut trouver comment il marche. Il y a un petit bouton quelque part, je suppose. Je ne sais pas si vous avez discuté ensemble avant, mais je crois que vous avez des choses à vous dire. Bravo, merci. Bon, je vais commencer par poser mes questions. Donc, j'en ai une pratiquement pour chacun. Donc, ma première question, elle s'adresse à M. Mostaldi, c'est ça, de Béchar. Et quand il nous parle, il nous fait découvrir la problématique des terrils au niveau de Kenatsa, c'est ça. Est-ce que vous avez, bon, je sais pas, parfois la communication, vous êtes doctorant, donc vous devez travailler sur cette problématique. Quelle est la position quelle est l'attitude de la population? Est-ce que vous avez pu questionner la population par rapport à ces terrils? Est-ce qu'ils perçoivent le danger? Et quelle est leur stratégie pour éviter les dangers et les contourner, vivre avec ces terrils? Ma deuxième question s'adresse à Madame Ben Smaïl, non. Madame Kérouche. Madame Kérouche, oui. Madame Kérouche qui a travaillé sur les déchets, notamment en plastique. Vous avez fait un exposé sur certaines entreprises qui font le recyclage. C'est formidable de voir des entreprises comme ça qui se mettent sur l'économie verte, qui contribuent à rendre plus propre l'environnement. Est-ce qu'ils ont des perspectives de développement? Parce que je suppose pour le moment, ils interviennent sur une petite partie des déchets, à voir les tonnages qu'ils traitent. Hein? Quel est le taux de couverture pour le moment des déchets? Je suppose qu'il est minime. Est-ce qu'ils ont des perspectives de développement? Est-ce qu'ils sont accompagnés par les pouvoirs publics pour leur démarche, dans leur démarche de contribution à rendre plus verte l'économie de la région? Voilà. Enfin, ma dernière question, M. Ben Smaïl, c'est ça, de Béjaïa. Je suppose qu'il y a une réglementation, la réglementation algérienne, elle demande aux villes de se doter d'un schéma directeur de gestion des déchets. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette réglementation? Est-ce qu'elle est appliquée à Béjaïa? Et je ne sais pas, est-ce qu'elle a donné des résultats? Pas encore, je ne sais pas. Merci. Merci Cyril. Merci Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on laisse les réponses fuser au fur et à mesure? Ah, il y a madame qui a une autre question. Bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est mademoiselle Zidi Hania, master 2 en littérature et civilisation anglaise. Bon, j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y en a beaucoup de gens qui mettent leurs déchets un peu partout. On remarque dans des quartiers, des points, je veux dire, populaires. Et vraiment, c'est honteux. Surtout, dans mon quartier, je dirais pas que c'est pas vraiment propre. Il y a des véhicules qui passent des fois chaque matin pour je veux dire, mettre tout en ordre. Mais je peux dire que la culture de propreté, vraiment, on est pauvre sur ce point.
Alors, quelle est la meilleure solution pour se débarrasser de ça? On remarque aussi que les plages dans le pays, en Algérie, vraiment sont très très sales et on donne une très très mauvaise image sur nos plages, surtout que chaque année il y a des visiteurs, comment dirais-je, des touristes qui visitent notre pays. Et vraiment, nous leur donne une très très mauvaise image et c'est très très honteux. Surtout quand je regarde à la télévision, par exemple des pays européens comme la France, l'Allemagne, quand je vois leur plage, vraiment on peut dire c'est un or en question de la propreté. Alors ma question est comment enseigner, je choisis ce terme, comment enseigner la culture de la propreté au sein de la population. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous étiez là dans la journée, depuis ce matin. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites à ce sujet-là. C'est pour ça que je me posais la question. Je vous laisse les uns après les autres répondre, un petit peu dans l'ordre des présentations. Monsieur Mostadi. Pour la question de monsieur le professeur, il pose la question sur les opinions de la population de la ville de Knassa vis-à-vis les terrils. Donc, de mon côté, j'ai fait une enquête hybride qui s'agit d'un questionnaire et d'un entretien. D'un questionnaire que je distribue pour les habitants de la ville de Knassa et un entretien avec les personnalités de la ville de Knassa, les anciens mineurs, les journalistes, les romanciers et même les autorités locales, le secrétaire général de la mairie, de la daïra, même les spécialistes de la direction de l'environnement, de la direction de l'urbanisme, l'Office national de la recherche minière. Donc, ils sont au courant des problèmes et des impacts des terrils sur la ville. Mais pour déplacer ou faire quelque chose pour changer, pour déplacer ces terrils, ils vont sûrement opposer. Donc, ils n'ont pas un problème avec la présence des terrils, parce qu'ils présentent leur histoire. D'être que la présence française a été présente dans la ville de Knassa et ses ancêtres ont travaillé dans les galeries des mines. Donc ils suggèrent, pour eux, ils suggèrent de transformer le lavoir de Knassa à un musée à ciel ouvert et de reconvertir ces terrils en un lieu de loisirs et de parcs. Donc le problème ici qui se pose, donc à chaque installation d'un wali ou l'arrivée d'un nouveau membre de la commune municipale, il toujours pose cette question et pose cette problématique au devant de la scène. Il pose il faudrait qu'on préserve ce legs, mais lorsqu'il entre dans les détails et il trouve, par exemple, j'ai fait une enquête avec la direction de la mairie, j'ai trouvé que pour faire juste une clôture pour les terrils de lavoir, il faudrait, une simple clôture, il faudrait plus de 30 millions de dinars. Donc il préfère cette somme, il préfère de réaliser un équipement sportif ou de santé que faire une protection pour les terrils de charbon. Donc c'est ça le problème. Donc il y a toujours une opposition aussi par la wilaya. Donc c'est toujours un problème financier qui se pose ici. Merci. Allez-y, oui. Donc, concernant la question de quelques entreprises qui récupèrent les déchets plastiques ici à la wilaya de Béjaïa, donc j'ai cité quelques entreprises qui font la récupération et il y a des entreprises qui font la récupération en même temps le traitement de ces déchets. Donc, les déchets plastiques qui se composent donc de PEBD, PET, PVC, PP, PS.
Donc chacun de ces polymères, il a ses propriétés, il a ses méthodes de recyclage. D'accord? Donc, comme j'ai déjà présenté l'enquête des déchets, il y a le PEBD et le PET en grande quantité. Par exemple, le PET, c'est celui qu'on utilise pour fabriquer cette bouteille, par exemple. Et le PEBD, les serres agricoles, c'est le film qu'on utilise pour les serres agricoles. Donc, ces déchets, quand même, on peut les récupérer, les traiter chimiquement ou bien par un recyclage mécanique. Donc, ces deux déchets sont récupérés au niveau de la décharge par certaines entreprises. J'ai visité déjà une entreprise qui récupère le déchet de PET. Donc ici à Bijaya, ils font bien sûr la collecte, le tri, etc., le lavage, le broyage. Et au niveau d'une autre entreprise à Sitif, qui fait le traitement par la suite, c'est le recyclage mécanique. Et je pense qu'ils préparent des matelas avec ce déchet de PET. Donc déjà, c'est un point. C'est une récupération d'une quantité de déchets, de PET. Par contre, le PVC, par exemple, celui utilisé pour les câbles électriques, le PVC, le polystyrène, personne ne récupère ces déchets plastiques au niveau de la décharge. D'accord? Donc, il y a des plastiques, tout dépend du type de plastique, qui sont recyclables, qui ne sont pas recyclables. Voilà, donc d'après l'enquête qu'on a menée au niveau de la décharge de Bijaya. C'est bon? Oui, un grand merci parce que c'est éclairant et on a bien vu dans votre conclusion justement que ça posait pas mal de pistes pour la suite. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous laisser faire non, on va vous laisser après, si vous voulez, à la fin, échanger entre vous, mais il faut vraiment qu'on... Oui, il y a encore une réponse à apporter, mais il faut vraiment qu'on boucle par la suite. On est pressé par le temps. Donc je laisse Monsieur Bensmail répondre à la dernière question, et puis par rapport à la vôtre, je ne l'oublie pas, et je dirai un petit mot aussi là-dessus. Donc, concernant le schéma directeur de la gestion des déchets, donc la commune de Bijaya a élaboré un schéma directeur en 2007. Donc aujourd'hui, ils sont en train de mettre à jour ce schéma directeur parce que avant, la commune de Bijaya est organisée en secteurs de collecte. Tous les secteurs sont assurés par la commune, c'est-à-dire par leurs propres moyens. Donc actuellement, il y a des entreprises privées qui assurent la collecte et le transport des déchets de certains secteurs. C'est pour cela qu'un nouveau plan ou bien un nouveau schéma directeur est en train d'être élaboré. Ben merci. Voilà, c'était une réponse très claire par rapport à ta question tout à l'heure. Alors, juste pour vous répondre en 2 minutes avant qu'on puisse boucler et vous remercier, je disais tout à l'heure qu'effectivement, dans la journée, on a déjà pas mal abordé ces questions-là et ces principes-là. Pour essayer de les résumer en 2 minutes et demie, mais ça va pas être simple. La première réponse, c'est que d'abord, c'est pas rapide, ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, et que l'une des grandes pistes qu'on a évoquées par rapport à ça, c'est faire en sorte d'abord que tous les acteurs au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien le monde politique que le monde associatif, enfin tous les stakeholders comme on dit, tous les parties prenantes, de société civile comme de la société, on va dire des élus politiques, etc., financeurs, mais aussi du monde de l'académie, travaillent ensemble sur ces sujets-là pour avoir une approche multisectorielle, donc désectorisée, une approche globale, et donner donc toute une série de pistes et surtout à monter ce qu'on appelle, nous, des projets concertés, donc se mettre d'accord sur comment on aborde ça, avec bien sûr les pistes qu'on a pu évoquer dans la journée. On sait aussi qu'il y a eu pas mal d'expériences intéressantes qui ont été faites un petit peu partout dans le monde. J'arrête pas de dire depuis ce matin à beaucoup de collègues que dans le réseau d'intelligence territoriale, on est confronté régulièrement à ces problématiques-là, c'est-à-dire que tout ce dont on parle ces jours-ci, ça n'est pas propre à Béjaïa, ça n'est pas propre à l'Algérie, mais on rencontre la même chose dans beaucoup d'endroits, et que comme on l'a dit plusieurs fois, certaines photos qui ont été montrées ce matin, on peut très bien les voir aussi dans nos villes à nous et dans la nôtre à Besançon, dans l'est de la France, encore aujourd'hui. C'est pas complètement impossible. Donc, faut pas croire que la solution a été trouvée partout. En revanche, il y a beaucoup de pratiques et d'expériences dont on peut tirer profit.
Et ce que j'ai présenté au tout début, par exemple, expliquait qu'il y a des théories et pas seulement des théories d'ailleurs, des pratiques qui ont été avancées en particulier en psychosociologie et en sciences de la communication, dans ce qu'on appelle la communication engageante, par exemple, la communication bienveillante, dans tout ce qui est accompagnement des changements et des comportements sociaux, avec donc des théories de psychosociaux, de com, etc., avec par exemple les nudges, le principe du coup de pouce, le principe de permettre aux gens de faire les bons choix au bon moment, sans leur imposer un comportement. Et puis, bien entendu, comme on l'a vu avec certains collègues des collectivités territoriales, le fait qu'on a des leviers habituels qui sont plus coercitifs, bien entendu, quand on touche au porte-monnaie, quand on permet d'avoir des comportements plus efficaces en donnant en imposant des taxes ou au contraire en valorisant des comportements, en faisant moins payer des gens qui font le compost. Par exemple, dans la dernière présentation de M. Bensmaï, le fait de voir que plus de 60% des déchets sont des déchets organiques, pour nous, vu de notre point de vue maintenant, c'est une hérésie mais extraordinaire. En revanche, il y a 15 ans en arrière dans notre ville, même 10 ans je crois en arrière dans notre ville, c'était la même situation. Or à Besançon, ce qui a été mis en place est une expérience où on joue sur le porte-monnaie des gens et a fait baisser drastiquement cette part-là, où on est à l'heure actuelle à entre 5 et 8% d'après ce qu'on a vu. Donc c'est possible. C'est possible, il y a des techniques, il y a effectivement des expériences qui existent à gauche, à droite, qui permettent ça. Et il faut en fait avoir une approche globale, à la fois de la production, donc depuis la production, faire en sorte que les produits soient pensés et conçus dans un cycle de recyclage, et il faut penser aux fameux, ce qu'on appelle les programmes zéro déchet et zéro gaspille, zero waste, comme on dit en anglais, avec l'idée des 4 R. D'abord, comme on dit toujours, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Je crois qu'on l'a dit au moins 15 fois aujourd'hui, ça fera la 16e. En disant, par exemple, on peut commencer par refuser la surconsommation, donc consommer plus responsable. On peut réutiliser, c'est aussi une solution. On peut réduire et on peut recycler. Voilà, c'est les 4 pistes qui sont habituelles dans ce sens-là. On va être obligé de lever la séance. Donc je vous remercie tous de vos présentations et comme on a pu l'indiquer ce matin, elles seront publiées dès que ce sera possible et que si vous avez des modifications à faire, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le site de l'intelligence territoriale comme on a pu le présenter ce matin. Je vous remercie à tous pour votre participation et j'espère qu'on se reverra nombreux demain matin. Merci, au revoir.